Bonjour à tous, il est avocat de formation, a travaillé dans différents cabinets ministériels et notamment auprès de Brice Hortefeux lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, conseiller régional d'Île-de-France depuis 2010. Il a cofondé avec Guillaume Pelletier le courant de la droite forte. Il est par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour Pascal Pogane. 6e jour de grève à la SNCF, un mouvement qui semble se durcir, s'enliser. Est-ce que le gouvernement a raison de tenir bon et de ne pas reporter cette fameuse réforme ferroviaire ? Sur le principe, le gouvernement a raison de vouloir réformer parce que la dette du secteur ferroviaire s'élève aujourd'hui à 44 milliards d'euros et que si nous n'agissons pas, si nous ne faisons rien, cette dette s'élèvera à 80 milliards d'euros en 2020. Donc oui, il faut une réforme. En revanche, j'observe quand même que ça fait 18 mois que le gouvernement est censé discuter, échanger, négocier avec les syndicats et que ce dialogue social est manifestement assez peu fructueux. Et puis j'observe de l'autre côté des syndicats, dont certains semblent jusqu'au boutiste, mettre en danger le droit d'aller et venir des usagers, et ce droit d'aller et venir est tout aussi constitutionnel que le droit de grève, mettre en danger la possibilité pour les 687 000 lycéens de passer leur baccalauréat sereinement, et mettre en danger aussi la vie de certaines entreprises. Nous sommes aujourd'hui dans une crise économique en France, et il ne faudrait pas que les intérêts catégoriels de certains, peut-être respectables, puissent bloquer et viennent à bloquer la situation économique de certaines entreprises qui n'en ont franchement pas besoin. Comment sort-on de cette situation ? On en sort par un dialogue plus constructif, peut-être aussi un peu plus nerveux. Et il est vrai que s'il y a quelques syndicats jusqu'au boutiste, c'est parce qu'ils sentent bien aussi qu'en face, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir de cap et à force de ne pas avoir d'autorité, ce gouvernement est bien prêt à confusion et à toutes les confusions possibles. Sur ce dossier précis, on sent tout de même une certaine fermeté de la part du gouvernement qui n'a jamais ouvert la porte à des discussions et à un éventuel report de la réforme ferroviaire. Jusque-là, il est plutôt ferme et il l'a été encore ce matin par la voix de Manuel Valls. Oui, par la voix, comme vous le dites. Mais moi, j'aimerais qu'on passe des voix aux actes. Parce que ces grands discours de Manuel Valls, qui est un expert de la communication, ou de François Hollande, qui tire en permanence à U et à Dia, on voudrait qu'ils se transforment en actes concrets et nous demandons à voir. Alors il y a un autre dossier social qui fait l'actualité en ce moment, c'est celui des intermittents, qui compte bien sur la période des festivals pour mettre la pression sur le gouvernement. Là encore, sur ce dossier, comment sort-on de cette situation compliquée et qui menace même le Festival d'Avignon ? Qu'il faille réformer le statut des intermittents du spectacle, ça fait des années, j'ai presque envie de dire des décennies qu'on le dit. Mais je crois que la meilleure manière de réformer le statut des intermittents du spectacle, c'est d'abord de commencer par lutter contre les fraudes. Parce que nous le savons très bien, même si ce n'est pas toujours facile à dire et que c'est un peu tabou. Il y a beaucoup de sociétés de production audiovisuelle qui profitent de ce statut d'intermittent du spectacle pour conserver certains techniciens, certaines personnes avec un statut qui n'est pas toujours formidable, plutôt que de les embaucher en contrat à durée indéterminée. Donc je pense que la première chose que l'on puisse faire, qui soit à la fois respectueuse des intermittents du spectacle et en même temps respectueuse des deniers publics, puisque ce statut coûte 1 milliard d'euros par an environ, c'est de lutter contre les fraudes. Alors parlons maintenant de la situation à l'UMP, situation qui s'est un petit peu accalmie ces derniers jours avec la mise en place d'une direction intérimaire et ce triumvirat Juppé-Fillon-Raffarin. Ce schéma-là vous convient-il ? Oui, parce qu'il est une situation d'équilibre entre d'une part l'autorité de 3 anciens premiers ministres et d'autre part le statut de patron opérationnel qu'a choisi de faire Luc Châtel. Donc je crois que nous avions besoin de sortir par le haut. Mais surtout, l'important, qu'est-ce que c'est ? L'important, c'est qu'en novembre, le peuple militant va avoir la parole et va enfin pouvoir, non pas par la légitimité de certains dirigeants au bureau politique, mais par la légitimité démocratique de l'ensemble des militants, être un véritable leader pour notre famille politique. Et c'est avec ce leadership que l'on pourra définitivement trancher la ligne politique. Parce que vous savez bien qu'il y a plusieurs sensibilités qui s'expriment à l'UMP, tant mieux, mais qu'en même temps, tant qu'il n'y a pas de ciment de l'unité de cette famille, c'est difficile de créer progressivement un projet alternatif et crédible, et c'est difficile de trancher une ligne politique. Ce débat d'idées qui doit trancher une fois pour toutes la ligne politique du mouvement, il interviendra après le Congrès. D'ici là, l'actualité, ça sera l'organisation du Congrès, l'organisation des futures primaires présidentielles. Le débat d'idées, ce sera après. Non, je vous avoue que, ou alors en tout cas ce serait mal me connaître, que je ne vais pas m'interdire de penser et de défendre haut et fort mes convictions au sein de ma famille politique d'ici le Congrès. Mais il est vrai, comme je vous le disais, que tant qu'on n'a pas de leader,
on ne peut pas avoir de projet. Tant qu'on n'a pas de leader, on ne peut pas avoir de véritable ligne. Mais bien sûr qu'il faut profiter de cette période, notamment estivale, ou en tout cas de cette préparation du Congrès, pour que chacun affirme ses convictions, affirme la stratégie qu'il compte mener. Pourquoi ? Parce que le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les deux forces politiques parmi les trois forces politiques principales de notre pays, le Parti socialiste, l'UMP et le Front national, parce qu'il y aura en 2017 deux places, comme il se doit, c'est-à-dire pour le second tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, personne, ni l'UMP, ni le Parti socialiste peut garantir une présence au second tour de l'élection présidentielle. L'enjeu, il est là. Donc nous devons avoir un leader qui serve de rempart face à l'extrémisme et qui en même temps offre une voie de passage véritable entre d'un côté le chaos socialiste et de l'autre côté le mirage extrémiste. Ce leader, vous n'avez pas encore prononcé son nom, mais on le devine, dans votre esprit, c'est Nicolas Sarkozy. J'attendais sans doute le meilleur pour la fin, mais il est vrai que nous pensons, mais ce n'est pas moi qui le pense. Ce sont de très nombreux militants, et je le vois en allant sur le terrain chaque jour davantage, qui pensent que nous avons besoin d'une autorité, nous avons besoin de quelqu'un qui fixe un cap. Et puisque nous avons le droit en France de faire la publicité comparative, regardez la France depuis que François Hollande a été élu président de la République, et regardez ce qu'a fait quand même Nicolas Sarkozy. Un seul exemple, parce que je vous disais qu'il nous faut un leader qui serve de rempart face au Front National. Eh bien, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, il n'y avait que 3 députés européens aux élections européennes qui étaient du Front National. Depuis l'élection de François Hollande, il y a 2 ans, il y a eu d'autres élections européennes. Ce ne sont plus 3, mais 24 députés européens qui sont du Front National. Sur la forme que pourrait prendre l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy, pendant des mois, Nicolas Sarkozy a dit que son souhait était de se situer au-dessus des partis, de s'adresser à la France et non pas simplement aux militants UMP. On voit bien que le discours a sensiblement changé depuis les élections européennes. Pourquoi ça ? Parce que je pense que parler de l'UMP, c'est parler de la France. Et qu'aujourd'hui, on est face à des circonstances historiques qui font que le devoir appelle Nicolas Sarkozy. Peu importe ce que l'on soit fin 2014 ou fin 2015, l'important c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui on a un président de la République dont l'autorité est défiée par plus de 4 Français sur 5. On a un Front National qui se présente comme la première force politique du pays. Et on a une droite sans ligne, sans tête et sans leader. Franchement, les circonstances sont suffisamment importantes, voire historiques, pour qu'on se dise, eh bien voilà, le recours c'est maintenant. Donc le recours, c'est Nicolas Sarkozy et ce serait vraisemblablement en tout cas, à la c'est tête. Ce que je souhaite. C'est ce que vous souhaitez. Mais il y aura une compétition démocratique avec des ambitions légitimes qui se manifestent. J'ai vu que certains étaient déjà candidats, comme Bruno Le Maire ou comme Hervé Mariton. C'est leur droit le plus strict et chacun est éminemment respectable. Mais les militants pourront choisir librement et souverainement celui qui sera leur leader. Et par la suite, dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy serait de nouveau président de l'UMP, est-ce qu'il devrait se soumettre à des primaires en vue des présidentielles de 2017 ? Je le crois. Je crois que la chose la plus saine qui soit, c'est d'appliquer nos statuts. Nous avons adopté le principe même d'une primaire dans nos statuts qui ont été approuvés par 93% des militants. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la démocratie. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. Pascal Pogam. À bientôt.